Retour au débat de France 24. C'était il y a un an et un jour. La France commémorait hier les attaques terroristes du 13 novembre. Premier attentat multicide jamais perpétré ici. Des commandos lourdement armés qui frappent simultanément au Bataclan contre plusieurs terrasses de cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements de Paris et aux abords du Stade de France à Saint-Denis. Il y a eu au total 130 morts, plus de 700 personnes atteintes physiquement ou moralement. Et un an plus tard, eh bien voilà où en est l'enquête. 13 novembre 2015, des coups de feu et des explosions retentissent au Bataclan. 3 commandos de 9 hommes partis de Belgique sèment la terreur à Paris et à Saint-Denis. 9 hommes plus Salah Abdeslam, dont le rôle le soir des attentats reste à éclaircir. Muré dans le silence, à l'isolement à Fleury-Mérogis, l'homme refuse de coopérer et ses avocats ne le représentent plus. Il ne parle pas. Bon, alors vous savez, pour défendre quelqu'un, il faut s'exprimer. Il y avait plein de choses à dire sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il a fait. Il y a un travail d'instruction qui est mené avec sérieux, qui se fera sans lui. Alors peut-être que d'autres arriveront à le faire collaborer à l'action de la justice. Ce n'est pas notre cas, donc nous on se retient. Avec Salah Abdeslam, 7 autres personnes sont écrouées dans le cadre de l'enquête. Une enquête qui a fait un bond en avant après les attentats du 22 mars à Bruxelles. Car ces attaques ont révélé aux policiers le vaste organigramme d'une cellule terroriste aux multiples ramifications. Un ordinateur portable est notamment retrouvé dans une poubelle près d'une planque de Schaerbeek, un quartier de Bruxelles. Dans le disque dur, un fichier, 13 novembre, et des sous-dossiers. Le premier, Groupe Omar, le surnom d'Abdelhamid Abaoud, celui qui fut un temps considéré comme le cerveau des attentats de Paris et qui a participé aux fusillades des terrasses. Le groupe français ensuite, français comme les 3 tueurs du Bataclan. Groupe irakien comme 2 des 3 kamikazes du Stade de France. Groupe Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, et groupe Métro. Ces 2 derniers sous-fichiers interrogent. S'agit-il des opérations de Belgique? D'autres attentats étaient-ils prévus? L'hypothèse d'autres protagonistes, en tout cas, existe. 2 hommes arrêtés dans un centre de réfugiés en Autriche en décembre ont avoué qu'ils avaient été missionnés pour commettre des attentats à Paris. Un certain Abou Ahmed aurait organisé leur venue depuis la Syrie. Oussama Attar, de son nom de guerre Abou Ahmed, et a ressurgi plusieurs fois dans les enquêtes. Il est le cousin, par exemple, des frères qui ont commis les attentats kamikazes à Bruxelles. Son petit frère, a été arrêté avec les clés d'une planque des djihadistes dans un quartier de Bruxelles. Oussama Attar, alias Abou Ahmed, est-il le vrai cerveau des attentats de Paris et de Bruxelles? Son nom est revenu régulièrement dans l'enquête, trop régulièrement selon certains pour qu'il soit le véritable commanditaire. En mai dernier, le patron de la DGSE avait affirmé devant une commission parlementaire qu'il connaissait le nom du donneur d'ordre, mais qu'il préférait ne pas le dévoiler. Voilà, et on y revient avec à mes côtés Samia Maktouf. Bonjour, vous êtes avocate de 17 familles de victimes de l'attentat du 13 novembre. Face à vous, François Mali, grand reporter au Point. Bonjour, vous avez coécrit avec Jean-Michel Decugis et Jérôme Vincent les coulisses du 13 novembre. Ça vient de paraître chez Plomb. Vous livrez notamment avec minutie l'enchaînement de cette fameuse soirée désormais. Je reprends simplement un extrait de votre livre peut-être pour débuter ce débat. Vous dites en 19 minutes, le commando des terrasses a frappé 4 cibles, dévasté 6 restaurants et il aurait pu continuer. Abdelhamid Abaoud et Chaki Bakrou vont encore rouler pendant 23 minutes dans les rues de la capitale jusqu'à Montreuil. Il leur reste 5 chargeurs de 30 cartouches de 7,62 mm. Abaoud porte également une arme de poing, un pistolet Browning 9 mm. Vous voulez dire qu'il n'a tenu probablement qu'au hasard, qu'il n'ait pas fait davantage de victimes et non pas finalement à la présence en pleine opération Vigipirate, il faut le rappeler, des forces de police et de gendarmerie dans la capitale? Il faut bien comprendre que d'abord c'est le chaos. C'est-à-dire que les attaques sont tellement simultanées, puisque les premiers coups de feu aux terrasses, c'est 2 minutes après la 2e explosion à Saint-Denis. Donc effectivement, la voiture, elle va être, on va donner son numéro d'immatriculation et très très rapidement, elle disparaît des communications radio parce que les policiers ne savent plus ce qui se passe. Et donc, ils vont effectivement rouler dans Paris. Ça pose un problème parce que les frères Kouachi, eux aussi, après Charlie, avaient réussi à sortir de Paris. Il faut bien comprendre que pour la police, on est dans un vieux registre qui est, quand il y a des délinquants armés, on les attrape plutôt à la périphérie, là où il n'y aura pas de dégâts. Oui. L'autre problème qui se pose, c'est si vous envoyez des gardiens de la paix lambda face à des types qui ont des kalachnikovs, ça ne sert à rien. Il faut donc une équipe antiterroriste et il faut repérer la voiture, la suivre. Enfin bref, ce soir-là,
on n'a même pas tellement essayé de la rattraper. Mais oui, ils auraient pu continuer, d'autant que leur numéro est très... il y a beaucoup d'improvisation. Oui. Il y a un départ, mais par exemple, quand ils passent devant la belle équipe, ils passent devant et ils font demi-tour, parce qu'ils ont vu que la terrasse était bondée. Mais la belle équipe, ils font ça. On a vraiment le sentiment qu'à part le point de départ, le reste, c'est au hasard des bistrots qui croisent. Oui. Samia Maktouf, vous avez, au nom de vos clients, déposé un recours contre l'État devant le tribunal administratif de Paris. L'État n'a pas été à la hauteur, selon vous, de la menace terroriste? Tout à fait. Non seulement il n'a pas été à la hauteur, mais on n'a pas tiré les leçons de 2012, de l'affaire Mera, et de 2015. Aujourd'hui, on continue à se comporter avec les mêmes réflexes, les mêmes repères, alors que les terroristes évoluent, eux. Alors, je vous laisse reprendre tout de suite, mais effectivement, pour qu'on comprenne bien vos propos et votre référence à l'affaire Mera, c'est le fait que l'État a déjà été condamné pour faute par le tribunal administratif de Nîmes pour l'assassinat du caporal-chef Abel Chenouf, tué en mars 2012 à Montauban par Mohamed Mera. Tout à fait. Je vous laisse continuer. Oui, alors j'ai déposé un recours contre l'État pour dysfonctionnement. En ce qui concerne l'affaire du 13 novembre, je ne citerai qu'un exemple qui me semble le plus flagrant. C'est le cas de Sami Amimour. Sami Amimour, qui est un des 10 terroristes qui sont arrivés de Belgique. Il était non seulement connu, fiché, mais plus grave encore, il était sous contrôle judiciaire. Et ce qui est inconcevable et incompréhensible pour les familles, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui était sous contrôle judiciaire, qui devait pointer au commissariat et qu'il ne pointait pas depuis un moment et que le fait de ne pas pointer était connu des services. Donc comment voulez-vous, pour les parents, de comprendre, il ne s'agit pas de fatalité, la mort de leurs enfants ou le fait que leurs enfants aient été victimes de ces attentats, eh bien, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc, au même titre que les autorités françaises, j'ai également saisi les autorités belges, parce qu'il y a des dysfonctionnements. Et l'objectif de tout ça, ce n'est pas de pointer des responsabilités uniquement, ce n'est pas de dire qui a tort ou qui n'aurait pas dû se comporter comme ça, mais c'est de tirer des leçons. Et vous estimez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Il y a eu un rapport entre-temps d'une commission d'enquête parlementaire contre le terrorisme qui pointait un certain nombre de dysfonctionnements, notamment les failles au niveau du renseignement. Alors oui, les failles au niveau du renseignement, et je regrette que la commission parlementaire n'ait pas cru bon d'aller au-delà. Bien sûr qu'elle a pointé certains dysfonctionnements graves, mais dans, par exemple, l'absence de coopération entre les différents États membres de l'Europe. Comment voulez-vous vaincre des personnes dont la devise est vivre pour mourir et qui ont pris comme principe le fait d'adorer la mort pour continuer à frapper dans le tas, de faire le plus grand nombre de victimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment, ça a évolué depuis 2015, il faut le reconnaître, mais nous n'avons pas encore suffisamment pris conscience de comment lutter efficacement contre ce phénomène terroriste, puisque nous allons faire face à la barbarie avec les moyens d'une démocratie. Oui, c'est-à-dire que nous sommes... Vous dites pour le regretter, vous pensez qu'il faut des mesures plus fortes, quitte à rentrer dans ce que les Américains ont appelé, eux, le Patriot Act? Non, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au Patriot Act, mais il suffit d'adapter notre frappe. Il suffit que notre frappe soit appropriée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, et la preuve, c'est qu'il y a des dysfonctionnements. Ce n'est pas le cas, et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de coopération, non seulement au sein de nos services en France, mais également, et plus grave encore, à travers les différents services de renseignement de l'Europe. Comment voulez-vous interpeller quelqu'un qui arrive et qui se noie dans le flux des immigrés s'il n'y a pas une politique claire pour intercepter et surtout, c'est sur quoi j'appuie, il s'agissait d'arrêter des personnes qui étaient fichées, qui étaient connues et qui étaient sous contrôle judiciaire. Et leur passage était imminent. Oui. S'agissant simplement, et ensuite j'interroge évidemment François Maly, mais s'agissant justement des fichiers S, il y a tout un débat en ce moment en France, et notamment agité par certains candidats à la primaire à droite, de savoir s'il faut procéder à des rétentions administratives, c'est-à-dire sans l'autorité d'un juge, décider de placer sous contrôle... Écoutez, en tant qu'avocate, je ne pourrais pas
cautionner de tels... donc des fichiers. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces, mais on ne peut pas aller au-delà et à l'encontre de l'état de droit, ce qui est le cas en donc France. Ce n'est pas ce que vous appelez. La France est un état de droit. Ce que vous appelez de vos voeux, c'est en tout cas davantage adapter notre frappe de surveillance. Aujourd'hui, la France est un état de droit. Il faut que ça continue en tant que tel. François Mali. Il faut bien comprendre que la plus grande défaillance, c'est évidemment les services de renseignement qui n'ont pas vu cette attaque arriver. Mais il faut bien dire qu'aucun service de renseignement européen, américain ou autre n'a vu se constituer, ce qui est un immense réseau, parce qu'on réduit ça aux 10 personnes qui ont frappé Paris. Oui. Mais le réseau, il est tentaculaire, c'est entre 50 et 100 personnes, et il visait effectivement d'autres cibles. Paris était la première, ensuite Bruxelles, de façon désordonnée parce qu'ils étaient pressés par la police. Mais ce réseau, qui est quand même tout à fait énorme, personne ne l'a vu. Alors, il y a quelque chose aussi qui a joué pour eux, c'est évidemment les flux migratoires. Ils sont passés par la Grèce, pays fragilisé, et ils ont établi leur base à Bruxelles, pays qui, il faut bien le dire, avec des problèmes gouvernementaux depuis des années, est aussi un pays fragilisé. Ils profitent des fragilités des pays, et je pense que s'ils sont passés par la Belgique, c'est qu'une opération comme ça montée en France, c'était plus difficile. Mais quand on voit que justement ces individus ont fait le choix, pour certains qui auraient pu tout à fait voyager, d'ailleurs normalement, de passer par, à des fins de clandestinité par les flux de migrants, est-ce que ça risque pas de mettre de l'eau au moulin justement de tous les mouvements ici même en France qui considèrent, qui criminalisent d'une certaine manière cette immigration clandestine? Alors d'abord, certains sont sans doute rentrés tout à fait normalement. D'autres sont rentrés par la Grèce, parce que pour l'instant, leur itinéraire, il est encore assez mystérieux. Personne n'est capable de dire aujourd'hui par où Ami Mour est passé, Mostefa, il est 3 du Bataclan, on ne le sait pas. Mais pour Abaoud, en tout cas, c'est un des premiers à être rentré. Et il y a, semble-t-il, à ce moment-là, un choix. Alors on le sait depuis, il faut le dire assez récemment, mais c'est notamment le Centre d'analyse antiterroriste de Jean-Charles Brizard qui a retracé le parcours de ces terroristes et qui, sur la foi notamment d'éléments fournis par les services antiterroristes hongrois, arrive à retracer l'entrée précise d'Abaoud dans l'espace Schengen le 1er août 2015 en provenance de Macédoine. C'est, je crois, sa 3e tentative. Ça a été très difficile. Il a failli se faire avoir une fois, c'est-à-dire que c'est pas complètement poreux. Non. C'est d'ailleurs les 2 kamikazes du Stade de France ont été arrêtés. Enfin, les 2 autres, leurs complices qui étaient manipulés par le Abu Ahmad, ils ont été arrêtés en Autriche. Ils sont passés en Grèce. Enfin, vous comprenez, il y en a un, il se dit d'origine syrienne, il parle pas arabe. Alors, vous voyez le niveau de l'infiltration. Donc, ils envoient du monde en se disant que de toute façon... Il y a aussi des usurpations d'identité, d'ailleurs, puisque l'un des kamikazes a été retrouvé en possession d'un passeport appartenant à un membre de l'armée syrienne. Mais là, il y a... Et puis, alors, il faut rappeler quand même une chose, c'est que c'est une véritable opération militaire, au sens rustique, certes, de même que les différents ont dit le chef, il y a sûrement des chefs, c'est pas un général comme en France, vous voyez, une espèce de hiérarchie. Oussama Attar, dont on présente maintenant comme le commanditaire depuis la Syrie, d'une opération mise en œuvre par Abaoud au plan logistique en Europe, et épaulé par Salah Abdeslam, c'est plus compliqué que ça, d'après vous? Ce qu'on sait aujourd'hui, le Oussama Attar, c'est lui qui prend en charge les kamikazes, ceux qui vont se faire sauter au Stade de France et ceux qui auraient dû se faire sauter. Donc lui, il les croise, il les loge, mais il y a pas pour aujourd'hui de rapport entre lui et les autres commandos. Quant à Abaoud, que personne n'attendait à Paris, là, ça a été la stupéfaction des services, Abaoud, il a été le chef sur place du commando, mais il était piloté en direct par Mohamed Belkaïd, qui est un type, ça c'est encore plus inquiétant, 35 ans, algérien, leur mentor religieux, qui était totalement inconnu. On ne sait presque rien de lui aujourd'hui. Ça montre en tout cas qu'il y a eu un changement de stratégie du groupe État islamique, de profiter finalement de la possibilité donnée un temps par la Macédoine de faire transiter les migrants dans ce qu'on a appelé donc cette route des Balkans pour décider dorénavant d'envoyer directement depuis la Syrie des combattants formés en Syrie plutôt que de les former sur place en Europe et de les piloter à distance. Oui, parce que quand même les services arrêtent beaucoup de monde. Cette année, il y a eu une douzaine d'interpellations de groupes de toutes sortes. Certains farfelus, mais enfin tous très exaltés, qui, si ils en avaient les moyens, feraient des dégâts. Et dans ces 12 affaires-là, il y en a une très sérieuse, puisque on a retrouvé un arsenal dans les environs de Paris, de même que tout le réseau belge n'est pas complètement démonté. On découvrira sûrement des caches d'armes ou d'autres choses au fil de l'instruction et des enquêtes policières. Alors, votre livre, il pointe aussi un certain nombre de dysfonctionnements, comme le rapport de la commission d'ailleurs. Il y a quand même quelque chose qui est mis en lumière, c'est le fait que les services médicaux, ces espèces d'hôpitaux de campagne finalement, qui ont été faits en urgence aux abords du Bataclan, ont plutôt bien fonctionné. Mais aujourd'hui, Samia Maktouf, où en sont les blessés et quelles sont les séquelles que vous constatez encore aujourd'hui? Alors,
Il y a eu une évolution dans la prise en charge des victimes, ça c'est inéluctable et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Pour autant, est-ce que la prise en charge est appropriée? Est-ce que cette prise en charge correspond à l'attente des survivants, des familles, des proches, des personnes qui... Je dois rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes hospitalisées et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, nous avons enterré nos morts, mais il faudrait aussi s'occuper des survivants parce que ces survivants ont besoin d'une aide appropriée, d'une aide beaucoup plus humaine. Et cela, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Et je voudrais rappeler que le fonds de garantie, par exemple, devrait s'adapter, devrait faire sa révolution et devrait aller à cette appréciation au cas par cas. Il n'est plus concevable aujourd'hui que l'indemnisation soit forfaitaire et qu'on ne prenne pas en considération le mal psychologique. De même, comme ça a été rappelé par l'Ordre des avocats dans un livre auquel j'ai eu l'honneur de participer, il y a eu 170 avocats qui ont planché sur ça, la prise en considération du préjudice d'angoisse, du préjudice d'attente. Oui, aujourd'hui, il faudrait qu'on adapte notre moyen de soigner et d'apporter de l'aide aux survivants à la hauteur du mal qu'ils vivent aujourd'hui, parce que beaucoup ont du mal à retravailler aujourd'hui, si ce n'est pas la majorité, et à se réadapter tout simplement dans la société. Et la prise en charge psychologique, ça, elle devrait. Elle n'est pas suffisamment... C'est la machinerie administrative qui peine à comprendre. C'est la machine qui peine à comprendre, c'est la machine qui n'arrive pas à assimiler le fait qu'un une personne qui a vécu un drame aussi important que la France n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'on ne peut pas leur donner des centaines et des centaines de formulaires à remplir, d'attendre d'eux qu'il ait plusieurs interfaces administratives pour remplir tous ces formulaires et répondre aux demandes des administrations. Le guichet unique, nous sommes en train d'attendre, ça a été promis par Madame Meadel. J'espère qu'il sera opérationnel très vite. La secrétaire d'État en charge des victimes. Qui est d'ailleurs une des nouveautés de ce gouvernement, suite notamment aux attentats du 13 novembre. François Mali, vous évoquez aussi les victimes. Vous avez un certain nombre de témoignages aussi dans votre ouvrage. Oui, bien sûr. Mais les secours, ce soir-là, ont fait vraiment le maximum. De façon performante, si on compare à d'autres attentats, parce qu'il y a chez les pompiers, au SAMU, à l'hôpital, des gens, mais ils répètent tout le temps, les services de secours. Le matin même, ils faisaient un exercice avec 13 lieux de fusillade et 66 morts. Donc ils sont rodés, mais aussi aux catastrophes industrielles, aux crashs aériens. Donc ils vivent quand même dans l'exercice. Donc on a regardé les blessures des victimes. Enfin, il faut voir aussi qu'ils ont été abattus à bout portant, de plusieurs balles, avec des armes de guerre. On est dans quelque chose d'évidemment très meurtrier. Mais les services de secours ont vraiment bien travaillé. Avec aujourd'hui, ils tirent des leçons de tout ça en disant qu'il faudra maintenant extraire, peut-être ne plus faire ces hôpitaux de campagne, mais aller plus vite vers les hôpitaux. Changer certaines méthodes pour améliorer ce qu'ils font. Un dernier point sur lequel peut-être l'État a tiré des enseignements, c'est un commissaire de police et pas les forces d'intervention qui abat le premier des terroristes et qui enraye le carnage qui est en train de se dérouler au Bataclan. Il faudra attendre du temps avant que la BRI soit sur place. On parle de 4 militaires en faction équipés de FAMAS. On a longtemps dit que les militaires qui se trouvaient présents sur les lieux pour cause de Vigipirate n'ont pas été autorisés à tirer. On s'est demandé si ce n'était pas une légende urbaine. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les instructions n'ont pas été données effectivement à l'armée d'intervenir. C'est pas exactement ça. Quand ils sont devant le Bataclan et qu'ils se font tirer dessus, les policiers de la BAC qui sont à l'extérieur voient qu'il y a 4 militaires de l'opération Sentinelle et commence à rentrer en négociation pour qu'ils tirent, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que l'interdiction de tirer pour les militaires tombe 3 minutes après, de toute façon, la fin des tirs des terroristes. Donc, quand bien même on leur aurait dit oui. C'était fini, on leur tirait plus dessus. Donc, c'est quelque part un problème et ça n'en a pas été vraiment un ce soir-là, quoi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les coulisses du 13 novembre. C'est paru aux éditions Plomb. Merci également à Samia Maktouf d'avoir été avec nous. On reste ensemble puisqu'on voit maintenant l'actualité vue du net. C'est tout de suite un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. L'actualité vue du net avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et on commence, et un an après les attentats du 13 novembre, donc certains survivants veulent surmonter le traumatisme par le récit. Alors c'est ce que nous explique le site Slate qui a retenu un certain nombre de récits de survivants. Évidemment, l'écriture peut être une thérapie. Elle est aussi évidemment un témoignage pour ceux qui ont vécu aux premières loges l'horreur. Et le site Slate s'est arrêté sur un certain nombre de récits au format différent. Il y a celui de Fred Deville. Sur le site de son éditeur, on évoque un témoignage particulièrement fort. C'est celui d'un témoin qui s'est retrouvé dans la fosse du Bataclan pendant 2 heures, le 13 novembre, dans le sang des autres. Et il raconte son calvaire dans une bande dessinée. Entre bande dessinée et journal de bord, le site Télérama s'arrête un instant sur ce récit. Toujours sur le site, cette fois-ci de Rolling Stone, un autre texte est mis en avant, Sortir du Bataclan, c'est le texte de Charles Nadeau, qui est un prof d'histoire géo, qui a publié un texte avec l'aide d'une prof de Sciences Po. Il raconte lui aussi comment il a perdu sa fille. Et puis autre témoignage, cette fois-ci aux éditions du Seuil, celui de Georges Saline, l'indicible de A à Z. Le site du Monde, lui, s'arrête un instant sur un effet inattendu de ces attentats. Ce traumatisme psychologique va pousser certains à revoir leur façon de consommer les médias, puisque c'est vrai qu'on a vécu l'horreur presque en temps réel, à travers les réseaux sociaux notamment, mais aussi les chaînes d'information continues. Et un certain nombre de témoins racontent qu'à chaque fois qu'ils entendaient une notification sur leur téléphone portable pour leur indiquer qu'ils avaient une nouvelle information, eh bien, ils tressaillaient, ils avaient peur. Et un certain nombre de témoins racontent qu'ils ont pris leur distance volontairement vis-à-vis des médias. Alors évidemment, il y a aussi des histoires de renaissance, de résilience. Il y en a eu beaucoup. Le site de Télérama a choisi de s'arrêter un instant sur Alice et Aristide, dont l'histoire est racontée ce lundi sur la chaîne L'Équipe. 2 vivants qui se réparent après le 13 novembre. Alice est acrobate, son frère Aristide est rugbyman, blessé par balle le soir du 13 novembre 2015. Il raconte dans un documentaire sobre, nous explique Télérama, leur reconquête de leur corps dont ils avaient fait leur principal outil de travail, à voir donc sur l'Équipe TV. Autre actualité évoquée dans le premier débat de cette soirée, Donald Trump déjà, un président pas comme les autres et qui continue de faire peur. C'est vrai, un président pas comme les autres, comme le souligne Slate, pour un certain nombre de raisons. D'abord, il y a cette contradiction majeure, campagne populiste, et pourtant une équipe de transition élitiste, tout droit sortie de l'establishment, finalement, ce qu'il critique, Donald Trump. Et puis la présence d'un certain nombre de sa famille, et de membres de sa famille dans cette équipe de transition, Eric, Donald ou encore Ivanka sont cités. Et puis évidemment des questions qui sont revenues sur le devant de la table, notamment après cette intervention sur 60 Minutes, comme le droit à l'avortement. Il est de retour sur Twitter, Donald Trump, avec des mots particulièrement durs à l'égard de la presse de gauche américaine. Et puis également, on souligne ce président qui va avoir un salaire de $1. C'est vrai qu'il n'a pas forcément besoin des $400 000 annuels du président américain. Et puis il y a aussi ce phénomène qu'on a vu depuis quelques jours, les actes racistes et aussi la libération de la parole raciste. Le site BuzzFeed souligne que, contre toute attente, ou en tout cas cette victoire semble renforcer les groupes anti-musulmans de la planète dans des régions assez éloignées des États-Unis. Dans cet article, on évoque notamment les nationalistes hindous qui étaient particulièrement heureux de voir Trump arriver au pouvoir, mais aussi du côté de la Birmanie, tandis qu'en Indonésie, du côté du pouvoir, on s'inquiète parce que ça pourrait renforcer les franges les plus radicales des islamistes
en défaveur des modérés. Et puis ce phénomène qu'on voit surgir sur les réseaux sociaux avec ce hashtag SafetyPinUSA, porter une épingle à nourrice contre le racisme. Cette initiative est en quelque sorte copiée sur une initiative qui a eu lieu il y a quelque temps en Grande-Bretagne, le lendemain du Brexit, où justement la parole raciste et les actes racistes s'étaient multipliés. Merci beaucoup Karim. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, ou vous restez plutôt dans un instant pour un nouveau journal sur France 24.